théâtre du Pacifique de 1942 à 1945. La végétation dense de la jungle des îles du Pacifique créa un environnement de combat unique où les engagements survenaient souvent à des distances de moins de 30 yards. Dans ces conditions, le corps des Marines des États-Unis déploya une arme qui défierait toutes les suppositions que les forces japonaises entretenaient sur la guerre moderne, le fusil à pompe de calibre 12. Bien que les archives historiques de son emploi spécifique au combat restent limitées, la présence de fusils Winchester modèle 1897 et modèle 1912 dans les unités de Marines tout au long de la campagne du Pacifique représenta une capacité tactique pour laquelle la doctrine militaire japonaise n'avait prévu aucune disposition. L'armée impériale japonaise avait passé des décennies à se préparer à la guerre contre les puissances occidentales. Ces manuels d'entraînement traitaient des fusils britanniques, des mitrailleuses américaines, des mortiers français et des pistolets mitrailleurs soviétiques. Mais les fusils de chasse, des armes qu'ils considéraient comme des outils pour chasser les oiseaux plutôt que comme des instruments de guerre, n'apparurent jamais dans leurs considérations tactiques. Cette omission s'avéra significative alors que les forces américaines incorporèrent environ 25 000 modèles 97 et 60 000 à 80 000 modèles 12 dans le service militaire durant la Seconde Guerre mondiale. La doctrine militaire japonaise, en 1942, était centrée sur la puissance spirituelle qui surmonterait le désavantage matériel. Cette philosophie n'était pas simplement de la propagande, mais une réponse calculée à la réalité industrielle. Le Japon produisait moins d'acier en une année que l'Amérique n'en produisait en un mois. La solution de l'armée impériale était de rendre chaque soldat supérieur en combat rapproché où l'esprit et l'entraînement prévaudraient sur la guerre mécanique. L'expression tactique de cette doctrine était l'attaque d'infiltration nocturne suivie d'un combat à courte portée avec le fusil et la baïonnette. L'infanterie japonaise s'était entraînée extensivement à ces tactiques qui s'étaient avérées efficaces contre les forces chinoises, les troupes britanniques en Malaisie et les défenseurs américains aux Philippines. La séquence d'engagement standard était claire. Approcher sous le couvert de l'obscurité, infiltrer les lignes ennemies, puis submerger les défenseurs à courte portée où la supériorité japonaise en combat au corps à corps s'avérerait décisive. Les fusils de chasse américains invalidèrent toute cette structure tactique. Aux distances rapprochées, où la doctrine japonaise anticipait la domination, un marine avec un Winchester modèle 97 pouvait tirer 6 charges de chevrotine 000 en approximativement 2 secondes en utilisant la capacité de slam fire de l'arme. Chaque cartouche contenait 9 plombs de calibre .33, créant une gerbe qui rendait le fait de manquer presque impossible dans la végétation dense de la jungle. Le Winchester modèle 1897, conçu par John Browning et perfectionné sur 45 ans de production, servit de fusil de chasse principal des Marines au début des campagnes du Pacifique. La version militaire comportait un canon de 20 pouces, un écran thermique perforé et une lunette de baïonnette compatible avec la baïonnette épée M1917. Plus critique encore, le modèle 97 manquait d'un disconnecteur de gâchette permettant un tir continu en maintenant la gâchette enfoncée tout en actionnant le pompage. Le modèle 1912, développé par l'ingénieur de Winchester T.C. Johnson, améliora la conception de Browning avec un mécanisme à chien interne qui empêchait la décharge accidentelle. En 1943, le modèle 12 avait largement remplacé le modèle 97 dans les unités de Marines, bien que les deux armes continuèrent de servir tout au long de la guerre. Les registres d'acquisition militaire montrent une production constante, bien que les nombres de déploiements au combat spécifiques restent non documentés. Les munitions que ces armes tiraient s'avérèrent aussi importantes que les armes elles-mêmes. Les charges standards de chevrotine 000 contenaient 9 plombs, chacun pesant 53,8 grains et mesurant 8,38 mm de diamètre. À 10 yards, la gerbe s'étalait approximativement à 10 pouces, à 20 yards, 20 pouces, à 30 yards, 30 pouces. Dans le combat en jungle, où la visibilité dépassait rarement 30 yards, cette gerbe compensait pour la difficulté de viser précise dans la végétation dense. La campagne de Guadalcanal d'août 1942 à février 1943 marqua la première offensive américaine majeure dans le Pacifique.
Les Marines de la première division débarquèrent avec diverses armes, incluant quelques fusils de chasse, bien que leur nombre exact et leur déploiement restent non enregistrés dans les rapports de bataille officiels. La bataille du 21 août 1942 de la rivière Tenaru, en réalité Alligator Creek, vit le détachement de 917 hommes du colonel Kiyonao Ichiki virtuellement anéanti avec 789 Japonais tués. Bien que cette bataille figure en bonne place dans les récits de la guerre du Pacifique, les sources primaires attribuent les pertes japonaises principalement aux mitrailleuses refroidies, à l'eau Browning M 1917 et aux canons anti-chars de 37 mm tirant des obus à mitraille, avec seulement une mention passagère de l'utilisation de fusils de chasse. Tout au long de la campagne de Guadalcanal, les Marines employèrent les fusils de chasse principalement pour la défense périmétrique et les patrouilles en jungle. Des preuves photographiques montrent des éclaireurs portant des fusils de chasse Winchester durant les opérations de patrouille, positionnés pour répondre aux embuscades dans le terrain de jungle dense. Cependant, les rapports après action se concentrent massivement sur les mitrailleuses, les fusils et l'artillerie, comme les armes principales affectant les issues des batailles. L'environnement de jungle de Guadalcanal créa des défis uniques pour toutes les armes, mais particulièrement pour les fusils de chasse. Les cartouches standards à douille en papier absorbaient l'humidité dans les conditions humides, gonflant au point où elles ne s'engageaient plus correctement dans la chambre. Ce problème persisterait tout au long de la campagne du Pacifique, jusqu'à l'adoption des cartouches à douille laiton. L'humidité des îles du Pacifique créa un problème critique de munitions qui manqua de annuler l'efficacité des fusils de chasse. Les cartouches de fusils de chasse commerciales standards utilisaient des douilles en papier qui absorbaient l'humidité, gonflant dans l'humidité à 100% commune dans les conditions de jungle. Les cartouches, qui s'engageaient facilement dans des conditions sèches, devenaient impossibles à charger après exposition à l'humidité tropicale. Les Marines rapportèrent que les cartouches gonflaient si gravement qu'elles devaient être enfoncées à coups de marteau dans les chambres, évidemment impossible durant le combat. Cette crise persista jusqu'au 29 mars 1945, lorsque l'armée adopta officiellement la cartouche tout laiton M19, désignée cartouche fusil de chasse laiton, calibre 12, numéro 00 Buck M19. Ces douilles laiton, résistantes à l'humidité, rétablirent la fiabilité du fusil de chasse pour les derniers mois de la guerre. La date d'adoption tardive explique pourquoi de nombreux vétérans du Pacifique mentionnèrent rarement les fusils de chasse dans leur mémoire. Pour la majeure partie de la guerre, les problèmes de munitions limitèrent sévèrement leur efficacité. L'armée américaine formalisa l'entraînement aux fusils de chasse via le manuel technique TM9-285, publié le 21 septembre 1942. Ce manuel couvrait les modèles Winchester 97 et 12, le Remington modèle 11, les Stevens modèle 520 et 620 et l'Ithaca modèle 37. L'entraînement des Marines eut lieu à Camp Pendleton, Californie, Camp Lejeune, Caroline du Nord et Paris Island, Caroline du Sud. L'entraînement en faisait les applications de combat spécifiques. Sécurité en pointe durant les patrouilles, engagement rapide dans la défense nocturne, procédure de nettoyage de grottes et de bunkers et devoir de garde de prisonniers. Les Marines apprirent la technique unique de slam fire du modèle 97, bien que les instructeurs aient mis en garde contre une dépendance excessive à cette fonctionnalité due à la consommation de munitions et à l'échauffement du canon. La table d'organisation E100 du corps des Marines, effective à partir de 1943, autorisait 306 fusils de chasse par division de Marines. Ces armes furent distribuées principalement aux compagnies de police militaire, aux bataillons de pionniers et à certaines escouades de fusiliers pour des devoirs spécialisés. Cette allocation signifiait que bien que les fusils de chasse fussent présents dans chaque opération majeure des Marines, ils représentaient moins de 2% des armes légères d'une division. Les archives historiques révèlent une absence frappante. Le Japon ne déposa jamais de protestation diplomatique formelle concernant l'utilisation américaine des fusils de chasse, contrastant fortement avec la plainte de l'Allemagne en septembre 1918, selon laquelle les fusils de chasse violaient la Convention de La Haye.
Les protestations allemandes durant la Première Guerre mondiale avaient affirmé que les fusils de chasse causaient des souffrances inutiles et avaient menacé d'exécuter les Américains capturés en les portant. Les documents militaires japonais capturés pendant et après la guerre ne font aucune mention spécifique des fusils de chasse nécessitant des contre-mesures spéciales. Les documents d'entraînement se concentraient sur la contre-attaque de la puissance de feu américaine en général, mitrailleuses, artillerie et lance-flammes, mais n'identifièrent jamais les fusils de chasse comme nécessitant des réponses tactiques spécifiques. Cette absence suggère que bien que des soldats japonais individuels aient certainement rencontré des tirs de fusils de chasse, les armes n'atteignirent jamais un impact tactique suffisant pour justifier une attention officielle. Les interrogatoires d'après-guerre d'officiers japonais manquent également de référence aux fusils de chasse comme des armes particulièrement problématiques. Les officiers discutèrent de la supériorité matérielle américaine, de la puissance de feu écrasante et des tactiques efficaces d'armes combinées. Mais les fusils de chasse n'apparaissent nulle part dans ces évaluations. Ce silence dans les archives officielles contraste nettement avec la documentation japonaise extensive sur la contre-attaque des lance-flammes américains qui provoqua des adaptations tactiques spécifiques. La campagne de Nouvelle-Guinée de 1942 à 1945 vit à la fois les unités de l'armée et des Marines opérer dans certains des terrains les plus difficiles de la guerre. Les 32e et 41e divisions d'infanterie demandèrent des fusils de chasse basés sur les expériences des Marines à Guadalcanal. La jungle dense de Nouvelle-Guinée, où la visibilité se mesurait souvent en yards à un chiffre, présentait théoriquement des conditions idéales pour l'emploi du fusil de chasse. Cependant, les mêmes problèmes de munitions qui tourmentaient les Marines à Guadalcanal s'avérèrent encore pires dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée. La combinaison de pluie constante, de traversées de rivières et d'humidité extrême rendit les douilles en papier presque complètement peu fiables. Les unités qui avaient demandé des fusils de chasse les laissèrent de souvent dans les zones arrières, comptant plutôt sur les M1 Garand, les pistolets mitrailleurs Thompson et les fusils automatiques Browning. L'expérience de l'armée en Nouvelle-Guinée démontra que les armes efficaces sur le papier ne se traduisaient pas toujours par une efficacité au combat en pratique. Bien que les fusils de chasse excellaient dans les exercices d'entraînement et les conditions contrôlées, la dure réalité de la guerre en jungle exposa des limitations critiques qui ne seraient résolues qu'avec l'arrivée des munitions laiton en 1945. Alors que la guerre du Pacifique progressait, les unités de Marines développèrent des doctrines tactiques spécifiques pour l'emploi du fusil de chasse. Les armes s'avérèrent les plus précieuses dans 3 rôles spécifiques. Sécurité en pointe durant les patrouilles, défense périmétrique contre l'infiltration et devoir de garde de prisonniers. Pour les opérations de patrouille, des éclaireurs désignés portaient des fusils de chasse comme élément de tête préparés à répondre aux embuscades, avec une puissance de feu dévastatrice immédiate. La gerbe de la chevrotine pouvait supprimer de multiples positions ennemies simultanément, permettant à la patrouille de se déployer tandis que l'homme de pointe maintenait la supériorité de feu. Cette tactique nécessitait un entraînement extensif et de la confiance entre les membres de l'équipe, car le tireur, au fusil de chasse, opérait bien en avant du soutien mutuel. La défense périmétrique nocturne représentait une autre application spécialisée. Les Marines positionnaient les tireurs au fusil de chasse à des points d'infiltration probables où la gerbe de l'arme compensait pour la mauvaise visibilité. Le son distinctif d'un fusil à pompe actionné servait à la fois d'avertissement et de dissuasion psychologique pour les infiltrateurs. Cependant, la capacité limitée en munitions signifiait que les tireurs au fusil de chasse nécessitaient un soutien immédiat au fusil une fois engagés. Le retour aux Philippines en octobre 1944 vit la 6e armée demander des allocations substantielles de fusils de chasse pour le combat urbain à Manille. Cependant, la participation des Marines à la campagne terrestre des Philippines fut minimale, limitée principalement au soutien d'artillerie et aux opérations aériennes. La 37e division d'infanterie de l'armée, qui supporta le poids des combats de Manille, employa des fusils de chasse dans le combat de maison en maison, bien que les rapports après action soulignent les lance-flammes et les charges de démolition comme les armes principales pour réduire les points forts japonais. Le combat urbain à Manille démontra à la fois les capacités et les limitations des fusils de chasse.
Dans les opérations de nettoyage de pièces, les fusils de chasse fournissaient une puissance de feu dévastatrice à courte portée. Cependant, les défenseurs japonais apprirent rapidement à se barricader dans des positions qui empêchaient l'approche rapprochée, annulant l'avantage du fusil de chasse. Les armes s'avérèrent plus efficaces dans les rencontres surprises plutôt que dans les opérations d'assaut délibérées. L'invasion d'Iwo Jima, en février 1945, vit théoriquement 3 divisions de Marines déployant 918 fusils de chasse autorisés. Cependant, les cendres volcaniques de l'île, les systèmes de tunnels et les positions fortifiées créèrent des conditions de combat où les fusils de chasse jouèrent des rôles minimes. Le célèbre lever de drapeau sur le mont Suribachi survint après que les équipes de lance-flammes et de démolition eurent nettoyé les positions japonaises et non après des assauts aux fusils de chasse. Les unités de Marines à Iwo Jima employèrent principalement des lance-flammes pour le nettoyage de grottes, avec des chars lance-flammes spécialisés fournissant le soutien. Le lance-flamme M22 pouvait projeter du carburant brûlant à 40 yards dans les complexes de grottes, dépassant de loin la portée du fusil de chasse. Sur les 26 000 victimes américaines à Iwo Jima, les archives existantes n'en attribuent aucune spécifiquement à l'absence de puissance de feu de fusil de chasse ou à des échecs dans les tactiques de fusil de chasse. L'adoption des munitions laiton arriva trop tard pour impacter significativement les opérations à Iwo Jima. Les douilles laiton M19 atteignirent certaines unités fin mars 1945, après la conclusion de la bataille. Ce timing signifia que les Marines à Iwo Jima luttèrent encore avec les douilles en papier gonflé, limitant davantage l'emploi du fusil de chasse dans l'une des batailles les plus intenses de la guerre. La bataille d'Okinawa d'avril à juin 1945 vit la pleine mise en œuvre des leçons apprises tout au long de la campagne du Pacifique. Les 1e et 6e divisions de Marines déployèrent théoriquement 612 fusils de chasse autorisés, maintenant approvisionnés avec des munitions laiton fiables. Cependant, le caractère de la bataille, livrée largement en terrain ouvert contre des positions défensives préparées, offrit des opportunités limitées pour l'emploi du fusil de chasse. La 32e armée japonaise sur Okinawa avait adopté une stratégie de défense en profondeur, évitant les charges banzai qui avaient caractérisé les batailles antérieures. Les forces japonaises occupaient des positions fortifiées dans la ligne Shuri, se battant depuis des bunkers et des systèmes de grottes qui maintenaient l'infanterie américaine à des distances étendues. Dans ces conditions, les unités de Marines comptèrent principalement sur des tactiques coordonnées d'infanterie et de chars, avec des chars lance-flammes fournissant un soutien rapproché. Là où les fusils de chasse furent utilisés à Okinawa, c'était dans les étapes finales de la réduction de position lorsque les escouades de Marines nettoyaient les Japonais survivants des fortifications capturées. Les armes servirent aussi aux unités de police militaire gérant le mouvement massif de populations civiles. Cependant, ces applications, bien qu'importantes, représentaient une petite fraction de l'effort de combat global. Malgré une documentation extensive du combat de la Seconde Guerre mondiale, des comptes rendus spécifiques de l'emploi du fusil de chasse restent étonnamment rares. Le Veterans History Project de la Bibliothèque du Congrès contient des milliers d'interviews de la guerre du Pacifique. Pourtant, les mentions de combat au fusil de chasse sont rares. Le National Museum of the Pacific War détient plus de 4000 histoires orales, mais les comptes rendus détaillés de combats au fusil de chasse sont presque absents. Les mémoires d'Eugene Sledge, With the Old Breed, considérées comme l'une des plus fines narratives de la guerre du Pacifique, ne mentionnent jamais les fusils de chasse. Malgré son service dans une compagnie de fusiliers à Peleliu et Okinawa, Helmet for My Pillow de Robert Leckie omet similairement toute discussion sur le fusil de chasse malgré son service avec la 1re division de Marines à Guadalcanal. Ces omissions de mémoire détaillées et complets suggèrent que les fusils de chasse jouèrent des rôles périphériques plutôt que centraux dans l'expérience de combat des Marines. Les rares références disponibles décrivent les fusils de chasse comme valables pour des situations spécifiques, mais pas comme des armes de combat primaires. Les vétérans se souviennent avoir apprécié les fusils de chasse pour la sécurité nocturne et les embuscades en jungle, mais soulignent les fusils, mitrailleuses et mortiers comme les armes qui déterminaient les issues des batailles.
Cette perspective s'aligne avec les archives officielles montrant que les fusils de chasse composaient moins de 2% de l'armement d'une division. L'industrie américaine produisit des nombres substantiels de fusils de chasse militaires durant la Seconde Guerre mondiale. Winchester manufactura approximativement 25 000 modèles 97 et 60 000 à 80 000 modèles 12 pour des contrats militaires. Remington, Stevens et Ithaca contribuèrent des milliers supplémentaires. Cette capacité de production démontra la puissance industrielle américaine, mais ne se traduit pas nécessairement par un emploi au combat. Beaucoup de fusils de chasse servirent dans des installations d'entraînement, des unités de garde et la sécurité des zones arrières plutôt qu'en combat de première ligne. La police militaire nécessitait des fusils de chasse pour la gestion des prisonniers et la sécurité des convois. Les navires de la Navy transportaient des fusils de chasse pour les opérations d'abordage et les devoirs de sécurité. Les bases aériennes employaient des fusils de chasse pour la défense périmétrique. Ces rôles nécessaires, mais non combattants, absorbèrent une grande partie de la production. La déconnexion entre les nombres de production et les comptes rendus de combat suggère que bien que l'Amérique possédât la capacité industrielle d'armer chaque escouade de Marines avec des fusils de chasse, les limitations pratiques, les problèmes de munitions, les contraintes tactiques et les préférences doctrinales firent que la plupart restèrent dans des rôles secondaires. Le fusil de chasse servit d'outil spécialisé plutôt que d'arme de combat standard. Pour comprendre le rôle réel du fusil de chasse dans le combat du Pacifique, la comparaison avec d'autres armes s'avère instructive. Le lance-flamme M2, introduit en 1943, apparu dans virtuellement chaque compte-rendu de nettoyage de grottes et de bunkers. Les Marines à Iwo Jima employèrent 27 000 gallons de carburant pour lance-flamme avec des enregistrements détaillés de son efficacité. En contraste, les enregistrements de dépenses de munitions pour fusils de chasse restent conspicuellement absents des mêmes rapports. Le fusil automatique Browning, BAR, servit de base de feu de l'escouade de Marines avec une documentation extensive de son emploi et de son efficacité. Chaque escouade de fusiliers Marines incluait 3 équipes BAR en 1944 avec des programmes d'entraînement détaillés et une doctrine tactique. Les fusils de chasse, malgré leur autorisation théorique, n'atteignirent jamais une intégration doctrinale ou une documentation de combat similaire. Même la mitrailleuse Browning M 1919, relativement rare, généra plus de comptes rendus de combat que les fusils de chasse. Les vétérans décrivent des instances spécifiques d'emploi de la Browning, de consommation de munitions et d'impact tactique. L'absence de comptes rendus similaires sur le fusil de chasse suggère que leur usage au combat réel resta limité malgré l'autorisation officielle et les nombres de production. La déconnexion entre la mythologie du fusil de chasse et la réalité historique reflète des modèles plus larges dans l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale. La culture populaire, influencée par les films et les récits sensationnalisés, a élevé certaines armes au-delà de leur signification réelle. Le fusil de chasse, avec son impact visuel dramatique et son effet dévastateur à courte portée, attira naturellement une telle mythologisation. Les films d'après-guerre dépeignirent des Marines nettoyant des positions japonaises avec des fusils de chasse, créant des impressions publiques durables non soutenues par les sources primaires. Les jeux vidéo et les histoires populaires perpétuèrent ces images, établissant les fusils de chasse comme des armes iconiques de la guerre du Pacifique, malgré une documentation limitée de leur emploi réel. Ce processus de fabrication de mythes obscurcit la réalité plus banale de leur rôle principalement auxiliaire. La mythologie sert des buts narratifs, fournissant des rencontres de combats rapprochés dramatiques et des contrastes technologiques entre les forces américaines et japonaises. Cependant, l'exactitude historique nécessite de reconnaître que bien que les fusils de chasse fussent présents et occasionnellement efficaces, ils n'atteignirent jamais la signification tactique des fusils, mitrailleuses, mortiers ou lance-flammes dans la détermination des issues des batailles. Les rares comptes rendus documentés de vétérans sur l'usage du fusil de chasse fournissent des aperçus précieux sur leur emploi réel. Les Marines qui portaient des fusils de chasse se les rappellent comme utiles pour des situations spécifiques mais encombrants pour le combat général. Le poids des armes, la capacité limitée en munitions et le rôle spécialisé signifièrent que beaucoup préféraient les fusils pour les opérations de routine.
Un vétéran des Marines interviewé en 1985 se rappela avoir porté un modèle 97 sur Guadalcanal. C'était bon pour le guet de nuit et les sentiers de jungle, mais vous ne pouviez pas engager à distance. Quand les tirs commençaient, vous vouliez un fusil. Cette évaluation pratique reflète les limitations des armes dans des situations de combat variées. Les fusils de chasse excellaient dans leur niche, mais ne pouvaient pas servir d'armement primaire. Un autre vétéran de la 2e division de Marines décrivit l'allocation des fusils de chasse. Chaque escouade était supposée en avoir un, mais la moitié du temps, il restait avec le matériel de la compagnie, trop spécialisé pour un usage quotidien. Ce commentaire illustre l'écart entre l'autorisation officielle et l'emploi pratique. Les unités possédaient des fusils de chasse, mais trouvaient souvent les fusils plus polyvalents pour les opérations de routine. L'adoption en mars 1945 de la munition M19 à douille-laiton résolut théoriquement le problème d'humidité qui avait tourmenté les fusils de chasse tout au long de la guerre du Pacifique. Cependant, ce développement arriva trop tard pour impacter significativement les opérations de combat. En mars 1945, Iwo Jima était sécurisé et l'invasion d'Okinawa était dans quelques semaines. La campagne des Philippines était largement conclue et les batailles restantes du Pacifique seraient livrées avec des tactiques établies. La munition laiton s'avéra précieuse pour les devoirs d'occupation et l'invasion planifiée du Japon. Les planificateurs militaires préparant l'opération Downfall demandèrent des allocations substantielles de fusils de chasse pour le combat urbain dans les villes japonaises. L'utilisation de la bombe atomique élimina cette exigence, laissant l'efficacité au combat de la munition laiton largement non testée. L'analyse d'après-guerre suggéra que la munition laiton aurait dramatiquement amélioré l'efficacité du fusil de chasse si elle avait été disponible plus tôt. Cependant, une telle spéculation ne peut altérer les archives historiques. Pour la majeure partie de la guerre du Pacifique, les fusils de chasse souffrirent de problèmes critiques de fiabilité des munitions qui limitèrent sévèrement leur utilité au combat. L'absence de contre-mesures japonaises spécifiques aux fusils de chasse fournit un contexte historique important. Les forces japonaises développèrent des réponses détaillées aux armes américaines qui impactaient significativement le combat. Couverture aérienne contre les mortiers, trous d'araignée contre les chars, défense en pente inverse contre les tirs de navires. Le manque de contre-mesures similaires pour les fusils de chasse suggère qu'ils n'atteignirent jamais un impact tactique comparable. L'évolution tactique japonaise, durant la guerre du Pacifique, se concentra sur la contre-attaque de la supériorité matérielle américaine à travers l'utilisation du terrain et la profondeur défensive. Le passage de la défense de plage aux fortifications intérieures, le développement de systèmes de tunnels interconnectés et l'abandon éventuel des charges Banzai répondirent tous à la puissance de feu américaine en général, plutôt qu'à des armes spécifiques comme les fusils de chasse. Les études militaires japonaises d'après-guerre analysèrent extensivement les tactiques et armes américaines, mais mentionnèrent à peine les fusils de chasse. Ces études détaillent la coordination de l'artillerie américaine, le soutien des tirs de navires et la coopération infanterie-char. L'absence d'analyse sur le fusil de chasse dans des examens par ailleurs complets suggère leur impact minimal sur la pensée tactique japonaise. L'un des aspects les plus révélateurs de l'histoire du fusil de chasse est l'absence complète de documentation statistique. La Seconde Guerre mondiale généra d'énormes quantités de données. Dépenses de munitions, corrélation de pertes, études d'efficacité des armes. Pourtant, aucune statistique fiable n'existe corrélant l'emploi du fusil de chasse avec les pertes ennemies ou les issues tactiques. La Operational Research Section, qui analysa l'efficacité des armes tout au long de la guerre, produisit des études détaillées sur l'artillerie, les mortiers et les armes légères. Ces rapports quantifièrent les probabilités de toucher, les taux de perte et l'efficacité des munitions. Aucune étude comparable sur le fusil de chasse n'existe dans les archives, suggérant un emploi au combat insuffisant pour générer des statistiques significatives. Même les estimations informelles restent absentes des enregistrements. Les vétérans estiment volontiers les cartouches de fusil tirées, les grenades lancées ou les obus de mortier dépensés. Des statistiques similaires sur le fusil de chasse n'apparaissent pas dans les mémoires ou les interviews. Ce vide statistique indique que les fusils de chasse restèrent périphériques aux opérations de combat principales, malgré leur présence théorique dans les unités de marine.
L'entraînement extensif aux fusils de chasse fournis dans les camps de Marines créa des attentes que l'expérience de combat ne remplit pas. Les Marines apprirent les techniques de slamfire, pratiquèrent des scénarios de tir en jungle et se qualifièrent avec de la chevrotine et des balles pleines. Cet entraînement suggéra que les fusils de chasse joueraient des rôles majeurs au combat. Cependant, la réalité du combat différa significativement des scénarios d'entraînement. Les conditions contrôlées de Camp Pendleton ne reproduisaient pas l'humidité de Guadalcanal ou les cendres volcaniques d'Iwo Jima. Les cibles d'entraînement ne tiraient pas en retour ou ne forçaient pas des engagements à des distances étendues. Les rencontres à courte portée qui dominaient l'entraînement se révélèrent moins communes qu'anticipées dans le combat réel. Cette déconnexion entre l'accent mis sur l'entraînement et l'emploi au combat est parallèle à d'autres expériences de la Seconde Guerre mondiale. L'entraînement à la baïonnette consomma un temps extensif malgré un combat à la baïonnette minimale. La préparation à la guerre chimique s'avéra inutile lorsque les attaques au gaz ne se matérialisèrent jamais. L'entraînement au fusil de chasse prépara similairement les Marines à des scénarios de combat qui se développèrent rarement comme prévu. Les défis logistiques de l'approvisionnement en munitions pour fusils de chasse limitèrent davantage l'emploi au combat. Chaque cartouche de calibre 12 pesait approximativement 2 fois plus qu'une cartouche de fusil, tout en prenant 3 fois plus d'espace. Un marine pouvait porter 80 cartouches de fusil dans l'espace et le poids de 36 cartouches de fusil de chasse. Les navires de ravitaillement priorisaient les munitions de fusil, les bandes de mitrailleuses et les obus de mortier plutôt que les charges spécialisées pour fusils de chasse. La capacité de cargaison limitée des landing crafts signifiait que chaque caisse de munitions nécessitait une justification. Les cartouches de fusil de chasse servant des rôles spécialisés reçurent une priorité plus basse que les munitions à usage général. Ces réalités logistiques signifièrent que même lorsque les fusils de chasse étaient présents, les approvisionnements en munitions restaient limités. Les vétérans se rappellent avoir reçu 1 ou 2 boîtes de cartouches qui devaient durer des opérations entières. Cette rareté découragea l'usage libéral, réduisant davantage l'impact au combat des fusils de chasse en dessous de leur potentiel théorique. Les planificateurs militaires anticipèrent que les fusils de chasse excelleraient dans le combat urbain, provoquant des demandes d'augmentation d'allocation avant les batailles de Manille et de la ville de Naha. Les espaces confinés, les courtes distances d'engagement et les exigences de nettoyage de pièces semblaient idéaux pour l'emploi du fusil de chasse. Cependant, le combat urbain réel révéla des limitations inattendues. Les défenseurs japonais à Manille et Naha créèrent des zones de mise à mort qui empêchaient l'approche rapprochée, les positions barricadées, les champs de tir interconnectés et les pièges maintinrent les forces américaines à des distances dépassant la portée effective du fusil de chasse. La puissance de feu dévastatrice qui rendait les fusils de chasse théoriquement idéaux pour le combat urbain s'avéra irrelevante lorsque les Marines ne pouvaient pas se rapprocher à une portée effective. Là où le combat urbain eut lieu à très courte portée, les vétérans rapportent avoir utilisé des grenades, des pistolets mitrailleurs Thompson et des lance-flammes plutôt que des fusils de chasse. Ces armes offraient une efficacité comparable à courte portée avec une plus grande polyvalence. La capacité du chargeur de 30 coups du Thompson dépassait de loin les 6 coups du fusil de chasse, s'avérant crucial dans les engagements soutenus. Bien que les fusils de chasse aient laissé un impact documenté minimal sur la pensée militaire japonaise, ils atteignirent une signification culturelle disproportionnée dans la mythologie militaire américaine. L'image d'un marine avec un trench gun nettoyant des positions japonaises devint iconique, malgré des fondations historiques limitées. Cet impact culturel dépasse la contribution au combat réel de l'arme. Le fusil de chasse représenta le pragmatisme américain, utilisant des armes de chasse pour des buts militaires, indépendamment des conventions militaires européennes. Cette narration attira l'auto-perception américaine en tant qu'innovateur pratique, non contraint par la pensée militaire traditionnelle.
La mythologie servit des buts de propagande, même si la réalité du combat s'avéra plus complexe. La culture militaire japonaise, se concentrant sur les fusils, mitrailleuses et artillerie comme des armes militaires appropriées, n'incorpora jamais les fusils de chasse dans leur conceptualisation de la guerre. Cette cécité culturelle les aurait soi-disant laissés non préparés, bien que les archives historiques suggèrent que leur manque de préparation découla de l'emploi réel limité des fusils de chasse plutôt que d'une oversight culturelle. L'histoire du fusil de chasse illustre la relation complexe entre la technologie et la doctrine militaire. Les armes elles-mêmes fonctionnèrent comme conçues, dévastatrices à courte portée avec des gerbes idéales pour le combat en jungle. Cependant, leur emploi réussi nécessitait des conditions tactiques spécifiques qui se matérialisèrent rarement dans le combat réel. La doctrine des Marines évolua tout au long de la guerre du Pacifique, mais les fusils de chasse n'atteignirent jamais une intégration complète dans les systèmes tactiques. Ils restèrent des armes supplémentaires pour des situations spécifiques plutôt que des composants intégraux de la puissance de feu de l'escouade. Cette marginalisation doctrinale refléta l'expérience de combat pratique plutôt que des limitations technologiques. Le contraste avec l'intégration réussie d'armes s'avère instructif. Le BAR devint central dans les tactiques d'escouade des Marines avec une doctrine détaillée pour son emploi. Le lance-flamme révolutionna le nettoyage de bunkers, générant un développement tactique extensif. Les fusils de chasse, malgré leur potentiel théorique, ne provoquèrent jamais une évolution doctrinale similaire. Les archives administratives militaires fournissent une autre perspective sur l'emploi du fusil de chasse. Les réquisitions, rapports de réparation et demandes de remplacement documentent les modèles d'usage des armes. Les pièces de fusil et de mitrailleuses apparaissent constamment dans les registres d'approvisionnement indiquant une utilisation intensive. Les demandes de pièces pour fusils de chasse restent notablement rares, suggérant une usure limitée due à l'emploi au combat. Les rapports d'armuriers des divisions de Marines montrent des modèles similaires. Les fusils et mitrailleuses nécessitaient une maintenance constante due à l'usage au combat. Les fusils de chasse avaient principalement besoin de nettoyage à cause de la corrosion en stockage, plutôt que de l'usure due au tir. Ces modèles de maintenance indiquent que la plupart des fusils de chasse passèrent plus de temps dans les salles d'armes qu'au combat. Les réquisitions de munitions racontent la même histoire. Les divisions demandèrent des millions de cartouches de fusils et des centaines de milliers de cartouches de mitrailleuses pour les opérations. Les demandes de cartouches de fusils de chasse restèrent modestes, souvent pour l'entraînement plutôt que pour la consommation au combat. Ces archives administratives corroborent l'emploi au combat limité suggéré par les comptes rendus des vétérans. Les expériences d'autres nations fournissent un contexte pour évaluer l'emploi américain du fusil de chasse. Les forces britanniques et australiennes dans le Pacifique possédaient un minimum de fusils de chasse, comptant plutôt sur les fusils et pistolets mitrailleurs pour la guerre en jungle. Leur efficacité au combat sans fusil de chasse suggère que les armes n'étaient pas essentielles pour le succès au combat dans le Pacifique. Les forces soviétiques, combattant dans des terrains variés, de Stalingrad urbain aux zones rurales, n'adoptèrent jamais de fusils de chasse de combat malgré une production massive d'armes légères. Les forces chinoises engagées dans le combat à courte portée tout au long de leur guerre avec le Japon n'employèrent pas non plus de fusils de chasse malgré un besoin désespéré d'armes efficaces. Cette perspective internationale suggère que les fusils de chasse représentaient une option tactique parmi beaucoup d'autres, plutôt qu'une capacité de combat essentielle. Les nations atteignirent des résultats de combat similaires à travers différentes combinaisons d'armes, indiquant que l'impact tactique des fusils de chasse resta marginal malgré la capacité de production américaine. L'analyse militaire d'après-guerre évalua les armes de la Seconde Guerre mondiale pour les conflits futurs. Le Infantry Board de l'armée conduisit des études extensives déterminant quelles armes méritaient un développement continu. Les fusils, mitrailleuses, mortiers et fusils sans recul reçurent la priorité. Les fusils de chasse gagnèrent une attention minimale, suggérant que leur performance durant la Seconde Guerre mondiale ne justifiait pas un investissement majeur. La guerre de Corée vit un emploi limité du fusil de chasse malgré un combat extensif à courte portée. Les Marines en Corée portèrent des M1 Garand, des barres et des carabines plutôt que des fusils de chasse pour les opérations de patrouille. Ce choix pratique par des vétérans de combat de la guerre du Pacifique
indiquent leur évaluation de l'utilité réelle versus théorique des fusils de chasse. Le Vietnam verrait un usage renouvelé du fusil de chasse, particulièrement des modèles commerciaux modifiés pour la patrouille en jungle. Cependant, même dans le combat à courte portée du Vietnam, les fusils de chasse restèrent des armes spécialisées pour les hommes de pointe et les tunnels rats, plutôt qu'un armement standard. Ce modèle continue aujourd'hui, avec les fusils de chasse servant des rôles militaires spécifiques, plutôt que le combat général. Les archives historiques soutiennent plusieurs conclusions sur les rencontres japonaises avec les fusils de chasse américains dans la Seconde Guerre mondiale. Premièrement, bien que les fusils de chasse fussent présents dans les unités de Marines tout au long de la campagne du Pacifique, leur emploi au combat réel resta limité dû à des problèmes de munitions, des contraintes tactiques et des préférences doctrinales. L'adoption en mars 1945 des munitions laiton arriva trop tard pour impacter significativement les opérations de combat. Deuxièmement, les forces japonaises ne développèrent jamais de contre-mesures spécifiques aux fusils de chasse parce qu'ils n'atteignirent jamais un impact tactique suffisant pour justifier une attention spéciale. L'absence de référence aux fusils de chasse dans les documents militaires japonais, les matériels d'entraînement et les analyses d'après-guerre indiquent leur rôle marginal dans la détermination des issues de combat. L'évolution tactique japonaise répondit à la puissance de feu américaine en général plutôt qu'à des armes spécifiques comme les fusils de chasse. Troisièmement, la déconnexion entre les nombres autorisés de fusils de chasse et l'emploi documenté au combat révèle l'écart entre la capacité théorique et l'utilité pratique. Bien que les divisions de Marines étaient autorisées à avoir 306 fusils de chasse chacune, la plupart restèrent dans des rôles secondaires, devoirs de garde, entraînement et sécurité de zone arrière, plutôt qu'en combat de première ligne. Les comptes rendus des vétérans, quand ils mentionnent les fusils de chasse du tout, les décrivent comme utiles pour des situations spécifiques, mais pas comme des armes de combat primaires. Quatrièmement, la mythologie entourant les fusils de chasse de la guerre du Pacifique dépasse leur impact historique documenté. La culture populaire a élevé les fusils de chasse à un statut iconique malgré des preuves limitées de sources primaires de leur efficacité au combat. Cette fabrication de mythes obscurcit la réalité plus banale que les fusils, mitrailleuses, mortiers et lance-flammes déterminèrent les issues des batailles. Bien que les fusils de chasse aient rempli des niches spécialisées, l'histoire du fusil de chasse offre des leçons plus larges sur l'innovation et l'adaptation militaire. La capacité technique seule ne garantit pas l'impact tactique. Les armes doivent s'intégrer dans la doctrine, la logistique et l'entraînement pour atteindre l'efficacité au combat. Les fusils de chasse possédaient des avantages théoriques, mais échouèrent à surmonter des limitations pratiques qui restreignirent leur emploi. L'échec de l'armée japonaise à anticiper les fusils de chasse s'avéra irrelevante parce que les fusils de chasse n'atteignirent jamais l'impact tactique pour exploiter cet oversight. Leur manque de préparation refléta une évaluation précise du rôle marginal des fusils de chasse plutôt qu'une oversight critique. Les armes qui déterminèrent réellement les issues de la guerre du Pacifique, l'artillerie, les tirs de navires, les avions, les lance-flammes, reçurent l'attention japonaise appropriée. La capacité industrielle américaine à produire des milliers de fusils de chasse militaires démontra la prouesse manufacturière, mais ne se traduisit pas directement en puissance de combat. La capacité à fabriquer des armes dépassa la capacité à les employer efficacement dans les conditions du Pacifique. Cette déconnexion entre la production et l'emploi illustre que la puissance industrielle seule ne garantit pas un avantage tactique. L'histoire de l'infanterie japonaise rencontrant les fusils de chasse américains dans la Seconde Guerre mondiale révèle finalement plus sur la mythologie militaire que sur la réalité du combat. Bien que les fusils de chasse fussent présents et occasionnellement efficaces dans des situations spécifiques, ils n'atteignirent jamais l'impact tactique dévastateur que les récits populaires suggèrent. Les forces japonaises étaient en effet non préparées pour les fusils de chasse. Mais cette non-préparation s'avéra largement irrelevante parce que les fusils de chasse jouèrent des rôles marginaux dans la détermination des issues des batailles. Les archives historiques vérifiées, les nombres de production, les manuels d'entraînement et les tables d'organisation confirment la présence des fusils de chasse dans les unités de Marines. Cependant,
L'absence de compte-rendu de combat détaillé, de documentation statistique et de contre-mesures japonaises indique un emploi réel limité. Les vétérans qui portèrent des fusils de chasse se les rappellent comme des outils spécialisés utiles dans des situations spécifiques plutôt que comme des armes de combat primaires qui changèrent les issues des batailles. L'adoption, en mars 1945, des munitions laiton résolut le problème critique d'humidité, mais arriva trop tard pour impacter les batailles majeures du Pacifique. Au moment où des munitions fiables devinrent disponibles, la guerre était essentiellement décidée à travers les campagnes de saut d'île, qui comptaient sur des tactiques d'armes combinées, une puissance de feu écrasante et une suprématie navale, plutôt que sur des rencontres à courte portée aux fusils de chasse. Le manque de réponse spécifique de l'armée japonaise aux fusils de chasse refléta une évaluation tactique précise plutôt qu'une oversight critique. Ils se concentrèrent correctement sur la contre-attaque des armes américaines qui déterminèrent réellement les issues des batailles. L'artillerie, les tirs de navires, les avions et les lance-flammes. Les fusils de chasse, malgré leur supériorité théorique à courte portée, n'atteignirent jamais un impact tactique suffisant pour justifier des contre-mesures dédiées. Les forces militaires modernes continuent d'employer des fusils de chasse pour des rôles spécialisés. Franchissement de porte, munitions moins létales et situations spécifiques de combat rapprochés. Cet usage contemporain limité est parallèle à leur emploi réel durant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément que ne le suggère la mythologie populaire. Les armes servent des buts importants mais étroits, plutôt que de fonctionner comme des armes de combat primaires. La transformation d'une réalité historique, limitée en une mythologie populaire extensive, illustre comment les histoires de guerre évoluent au-delà de leurs fondations factuelles. L'image dramatique de Marines avec des fusils de chasse nettoyant des positions japonaises attire des besoins narratifs que l'exactitude historique ne satisfait pas. La mythologie sert des buts culturels, démontrant le pragmatisme américain, l'adaptabilité technologique et l'innovation au combat. Même si les archives historiques s'avèrent plus banales, comprendre le rôle réel des fusils de chasse dans le combat de la guerre du Pacifique nécessite de séparer l'histoire vérifiée de la mythologie accumulée. Les armes étaient présentes, autorisées et occasionnellement efficaces, mais n'atteignirent jamais la signification tactique qui justifierait leur place proéminente dans les narratives populaires de la guerre du Pacifique. L'infanterie japonaise peut n'avoir jamais attendu les fusils de chasse américains de calibre 12 dans l'assaut. Mais cette surprise s'avéra largement irrelevante pour les issues des batailles déterminées par la puissance de feu américaine supérieure, la logistique et les tactiques d'armes combinées. L'histoire vérifiée raconte une histoire moins dramatique mais plus précise. Les fusils de chasse servirent d'armes spécialisées pour des situations particulières, handicapés par des problèmes de munitions jusqu'à trop tard dans la guerre, employés principalement dans des rôles secondaires et n'atteignant jamais un impact tactique suffisant pour influencer significativement les issues de la guerre du Pacifique. Cette réalité peut manquer de l'attrait dramatique de la mythologie, mais elle représente la vérité historique qui émerge d'un examen attentif des sources primaires, des comptes rendus de vétérans et des archives militaires. En fin de compte, l'histoire des forces japonaises rencontrant les fusils de chasse américains révèle autant sur la fabrication de mythes militaires que sur le combat réel. Les armes atteignirent une signification culturelle qui dépassa leur impact tactique, devenant des symboles du pragmatisme et de la puissance de feu américain malgré une efficacité au combat documentée limitée. Cette déconnexion entre la mythologie et la réalité sert de rappel que l'histoire militaire populaire souligne souvent les narratives dramatiques plutôt que la vérité historique banale. L'infanterie japonaise, qui n'attendait jamais les fusils de chasse américains de calibre 12 dans l'assaut, avait raison d'être surprise par leur présence, mais tort d'en craindre l'impact. Les armes qui vainquirent réellement les forces japonaises dans le Pacifique, la production industrielle écrasante, la logistique supérieure, les armes combinées coordonnées et la puissance navale implacable s'avérèrent bien plus décisives que l'occasionnelle décharge de chevrotines dans la jungle. L'histoire du fusil de chasse, correctement comprise, illustre non pas l'innovation tactique américaine à travers des armes inattendues, mais plutôt la relation complexe entre la capacité militaire, l'emploi au combat et la mythologie historique dans la guerre du Pacifique.